Merci Catherine. Merci Sophie. Effectivement, je pense que ça va être très cohérent par rapport à ce qu'a dit Sophie. On s'inscrit évidemment dans une continuité de vie. Alors, en introduction, je voudrais simplement dire que, comme les enfants, les personnes polyhandicapées adultes sont des personnes extraordinaires à au moins 5 égards. Le premier égard, c'est leur condition humaine. La deuxième considération, c'est leur appétence relationnelle. La troisième considération, c'est leur hypersensibilité et leur hyperréactivité affective. La quatrième considération, c'est les systèmes familiaux et sociaux dans lesquels ils vivent, qui sont en général marqués par des données fusionnelles, des données d'affection, des données d'amour parentaux qui sont extraordinaires. Moi, j'ai la chance de voir en consultation des personnes polyhandicapées qui ont 30 ans, 40 ans, plus que ça, et donc accompagnés par leur papa, leur maman ou les deux, qui ont donc 30 ans de plus et qui sont là à porter leur fils ou fille adulte polyhandicapé comme ils l'ont porté toute leur vie. C'est vraiment d'une émotion extraordinaire. Il y a vraiment une dimension systémique, familiale et sociale avec les professionnels que vous êtes. Il y a aussi des parents dans la salle, bien sûr, mais avec les professionnels qui sont aussi dans la salle, vous savez bien au quotidien la proximité de relations qu'on a avec ces personnes. Et le cinquième égard, ce sont les considérations médicales. Ce sont vraiment des personnes qui ont une santé complexe, comme ça a été très bien expliqué par Madame Mathieu, une santé complexe, et donc effectivement le prendre soin des personnes polyhandicapées suppose ces considérations médicales. Et cette particularité de santé complexe est marquée par quelque chose, c'est que c'est toujours intriqué. Leurs problèmes de santé, comme l'a très bien dit Madame Mathieu, sont toujours intriqués. Alors, pour faire passer, c'est là. Alors d'abord, pour écarter ce dont je ne vais pas parler, puisque je vais parler, comme Madame Mathieu, de considérations médicales influençant la vie quotidienne des personnes polyhandicapées adultes, en ce qui me concerne, eh bien, effectivement, il y a des prérequis. Les prérequis, je n'insiste pas parce que depuis ce matin, on en a beaucoup parlé. La communication à optimiser, le respect, on en a beaucoup parlé, Jean-Yves, tu en as reparlé bien sûr, le respect du potentiel d'autodétermination, les temporalités, vous venez encore d'en donner un très bon exemple, Sophie, effectivement, les temporalités spécifiques des personnes, la reconnaissance, a priori et par principe, de leurs aptitudes d'apprentissage et à tous les âges de la vie. La valorisation de leurs capacités fonctionnelles, non pas pour la performance, mais pour le bien-être. Et puis, il y a un préalable, on va parler des personnes adultes, ça veut dire qu'elles et leurs familles ont vécu la transition ado-adulte. Et c'est pas simple, la transition ado-adulte. On ne va pas en parler ici, mais à tous égards, c'est complexe. Évidemment, sur le plan du lien familial. Parent-enfant, cet enfant qui reste vulnérable, qui est devenu un adulte, mais qu'on considère toujours comme son enfant. Enfin, il est enfant toute la vie, mais je veux dire qu'on considère toujours comme un enfant vulnérable, comme un être vulnérable. Donc, sur le plan personnel, évidemment, l'enfant devient adulte, il a franchi sa puberté, il peut avoir d'autres aspirations. Sur le plan parental, je viens d'en parler. Sur le plan social et sa socialisation, éventuellement dans une institution qu'a très bien défendu monsieur ce matin, monsieur de la P8 Champéry. Voilà, merci, monsieur Pelletier, merci Marie-Christine. Et puis sur le plan médico-social, vous le savez bien, alors vous connaissez tous les parcours MDPH et les amendements Creton, les situations d'attente. Et enfin, sur le plan du suivi médical, parce qu'on passe d'une médecine pédiatrique à une médecine adulte. Et beaucoup de parents nous disent, notre enfant a été très bien soigné pendant les 20 premières années de sa vie, il est devenu adulte, on ne sait plus vers qui se tourner. Notre médecin traitant fait ce qu'il peut, mais bon, il n'a pas la culture du polyhandicap, et donc finalement, on ne sait pas toujours vers qui se tourner. Alors, je voulais simplement signaler que dans le monde du polyhandicap adulte, on voit depuis maintenant, allez, on va dire une petite dizaine d'années, émerger une population assez systématisée, je vais dire, parce que finalement, la plupart des jeunes adultes qui arrivent dans le monde de l'adulte, dans le monde médico-social de l'adulte, ont une gastrostomie et ont une arthrodèse rachidienne, beaucoup plus qu'avant. Donc effectivement, on va quand même voir les problématiques orthopédiques que continuent à connaître ces personnes parce que leur état orthopédique, qui devient aussi un état rhumatologique, évolue. Mais effectivement, il y a aussi l'émergence de cette population de jeunes adultes polyhandicapés, gastrostomisés et arthrodésés. Alors, je vais surtout vous parler de 4 sujets. Les autres, c'est si on a le temps. Premièrement, le sujet physique. Finalement, ce corps qui a tant de problèmes, neurologiques, orthopédiques et rhumatologiques, comment faire pour qu'il soit, si je puis dire, en bien-être? Deuxièmement,
l'état nutritionnel. Madame Mathieu a insisté. Là, l'état nutritionnel, ce n'est pas les données alimentaires. C'est faire en sorte que les personnes soient suffisamment nourries. Or, on le verra, ce n'est pas le cas souvent. Elles sont dans un état de hyponutrition, si je puis dire. Troisièmement, effectivement, comme Madame Mathieu l'a dit, les problématiques de chaque étage de la filière alimentaire et digestive. Quatrièmement, les données respiratoires. Et puis, si on a le temps, on pourra peut-être avoir quelques autres considérations. Sur le plan physique, donc là, un tout petit peu d'attention, s'il vous plaît. 3 composantes, neurologique, orthopédique, rhumatologique. Neurologique, vous savez bien, en médecine, on dit, j'ai horreur de ce terme, le type de description, c'est ce qu'on dit dans les questions de médecine. Enfin bref, souvent, les personnes polyhandicapées se présentent avec un état neurologique marqué sur le plan moteur par une diminution de leur capacité motrice, c'est-à-dire une altération de la commande motrice. Souvent, on parle de quadriparésie ou de quadriplégie, donc effectivement des troubles de la commande motrice, mais comme sur le plan moteur, comme sur le plan tonus, on peut en avoir en pas assez, en trop ou en désordonné. Sur le plan moteur, on peut en avoir en pas assez, quadriparésie, quadriplégie, en trop, Madame Mathieu l'a évoqué, on peut avoir des phénomènes choréoathétosiques, des dyskinésies permanentes, et en incoordonné, on peut avoir, là où il y a de la motricité, une ataxie, qui fait que la motricité n'est pas précise et que, par exemple, la manœuvre douanée n'atteint pas sa cible. Bon. Sur le plan tonus, c'est pareil, on peut en avoir en trop, en pas assez ou en désordonné. En trop, vous le savez bien, c'est cette spasticité, cette hypertonie musculaire naturelle qui est effectivement le signe de l'atteinte neurologique centrale. On a aussi de l'hypotonie, et notamment une hypotonie. On a souvent une hypertonie dans les membres et une hypotonie axiale, avec une tête tombante, comme vous le voyez là, sur l'image de cette jeune femme ici, comme ils sont très nombreux à avoir une hypotonie axiale. Et puis on a enfin, effectivement, des désordres toniques qu'on appelle des dystonies. Et là, vous voyez des personnes qui, effectivement, ont notamment des dystonies cervicales, qui sont, vous l'imaginez, particulièrement difficiles à vivre et particulièrement gênants au quotidien pour toutes les dimensions du quotidien et la vie relationnelle. Donc sur cette diapositive, vous voyez des personnes qui ont effectivement des quadriplégies ou quadriparésies spastiques avec des dystonies, par exemple. Une personne ici, vous la voyez là, et l'instant d'après, elle est comme ça. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une dystonie, c'est une dyskinésie. Cette personne, elle a des contractures, elle a des dystonies, certes, elle a une quadriparésie, mais en plus, vous voyez, effectivement, dans l'instant d'après, elle a des mouvements automatiques qu'elle ne maîtrise pas, qu'on appelle des dyskinésies. Vous voyez, effectivement, des personnes qui présentent d'autres exemples de dystonie, de poignets, etc. Voilà. Mais n'oubliez pas, souvent, mais vous le savez bien, c'est souvent combiné avec une hypotonie axiale. Donc ça, c'est les données neurologiques. Les données orthopédiques. Alors, l'adulte continue sa vie orthopédique, même d'ailleurs s'il a été arthrodésé. Vous voyez, ce jeune homme, il a été arthrodésé, mais l'arthrodèse, elle se fait au moment de la flambée pubertaire, mais parfois, il y a de la croissance qui continue après la flambée pubertaire. Et l'arthrodèse, elle ne peut pas forcément avoir tout maîtrisé. Donc, effectivement, sur le plan orthopédique, on doit considérer, excusez-moi de parler comme ça, un socle, un mât, des ceintures et des membres. Le socle, il est souvent l'objet d'une obliquité, c'est-à-dire qu'il est souvent incliné ou basculé en avant ou en arrière, mais c'est souvent en avant, ou bien, et c'est souvent le cas aussi, tourné. Donc dans les 3 plans, le plan frontal, le plan sagittal, le plan horizontal, le bassin, il peut être pas d'aplomb, si je puis dire, si vous me permettez de parler ainsi. Et puis au-dessus de ce bassin, et souvent faisant corps avec lui, on a donc une colonne vertébrale qui est effectivement, vous voyez sur un bassin oblique, une colonne vertébrale qui est effectivement porteuse d'une scoliose. Là, cette scoliose-là n'a pas été opérée. Et comme l'a dit Madame Mathieu, cette scoliose, elle peut être l'objet effectivement, je l'ai mis là, elle peut être l'objet, quand elle est marquée, d'un contact costo-iliaque, comme vous le voyez sur cette radiographie. J'ai mis aussi ce cercle-là pour me rappeler qu'effectivement, mais ça a été très bien dit, je répète, on est en pleine cohérence. Il faut que je parle dans le micro, excusez-moi. Mais c'est compliqué de parler... oui, bon, merci, je vais me mettre là, alors ça sera peut-être plus facile, mais n'hésitez pas à me rappeler à l'ordre. Donc effectivement, ce que je voulais vous dire là, c'est qu'effectivement, cette scoliose télescope le tronc, et que donc on a une impaction thoraco-digestive, si je puis dire. Et effectivement, les viscères digestifs ne sont pas à l'aise, mais les poumons, ils ne sont pas à l'aise non plus. Effectivement, donc, on a, effectivement, vous voyez ici, une obliquité de bassin importante, une scoliose qui n'a bien sûr, vous le voyez, pas été arthrodésée, qui est importante, et qui va continuer d'évoluer. En général, on considère que la scoliose évolue à l'âge adulte
à la vitesse, si je puis dire, d'1 degré par an. Alors 1 degré par an, c'est pas beaucoup, mais sur 20 ans, c'est 20 degrés. Et donc effectivement, il faut savoir que ces données physiques, ces données fonctionnelles, respiratoires, digestives, pourraient être aggravées. Donc il y a aussi un état orthopédique à surveiller. Mais effectivement, je vous le disais maintenant, beaucoup de personnes arrivent avec une arthrodèse. Mais même avec une arthrodèse, comme vous le voyez, on peut avoir quand même effectivement un reliquat. On a souvent, vous le verrez sur d'autres photos, un reliquat d'arthrodèse qu'on voit ici, parce que l'arthrodèse, ça rectifie la colonne, mais ça ne corrige pas la rotation des vertèbres. Parce que dans une scoliose, comme vous le savez, c'est dans les 3 plans la déformation scoliotique. C'est-à-dire qu'on a effectivement une inclinaison, on peut avoir une modification dans le plan sagittal, et on a aussi des vertèbres qui sont rotées, une rotation des vertèbres. Ce qui fait qu'on a une gibbosité, puisqu'on a des vertèbres qui sont tournées. Pour les vertèbres qui portent les côtes, oh, ça c'est vraiment gentil. Comme ça. Merci beaucoup, monsieur. Maintenant, j'ai un truc dans chaque main, j'espère que je vais réussir à m'en sortir. Bon. Mais donc, effectivement, pour les vertèbres thoraciques qui portent les côtes, comme elles sont tournées, vous le savez bien, il y a un côté, quand on regarde le dos de la personne, où les côtes sont saillantes et un côté où elles sont rentrées, puisque les vertèbres sont tournées. Est-ce que c'est clair ce que je vous explique? Ça s'appelle la gibbosité. Et donc, il faudra en tenir compte, évidemment, pour le corset siège, etc. Mais il y a quelque chose... Oui, je m'éloigne. Oui, ça va. Je vais faire comme ça. Je suis vraiment nul, excusez-moi. Mais rappelez-moi, alors n'hésitez pas. Merci pour votre patience. Bien, donc je crois que j'en ai assez dit sur l'état orthopédique, mais effectivement, alors l'état orthopédique, c'est évidemment, comme l'a dit Madame Mathieu, le bassin, la colonne vertébrale, les hanches. Vous voyez cette jeune femme, elle a, vous l'imaginez, une luxation de hanches, et les hanches, elles sont aussi l'objet souvent de coups de vent latéraux, puisque le bassin est tourné d'un côté, les cuisses sont tournées de l'autre côté. On appelle ça un coup de vent latéral, et à l'examen, on voit bien qu'effectivement, il y a un côté où la hanche s'écarte plus et un côté elle s'écarte moins, parce que spontanément, elles sont toujours comme ça en coup de vent. Bon, point suivant. Donc, sur le plan rhumatologique, parce que l'adulte a ensuite une histoire rhumatologique éventuellement. Donc il faut y prendre garde. Sur le plan rhumatologique, qu'est-ce qu'on peut avoir? Comme l'a dit Madame Mathieu, effectivement, la hanche, pour qu'elle se développe bien, alors là il me faudrait une 3e main, pour qu'elle se développe bien, il faut qu'il y ait une interaction permanente entre la tête du fémur pour qu'elle devienne bien sphérique, au sein d'un cotyle pour que lui aussi devienne bien sphérique. Et c'est ça qui permet effectivement le bon développement mutuel. Si on a une hanche avec des forces contraires, parce qu'il y a des déséquilibres moteurs, des déséquilibres toniques, on va vers une hanche qu'on appelle dysplasique. C'est-à-dire elle ne s'est pas bien développée, elle n'est pas bien sphérique, on n'a pas une belle tête bien ronde, on n'a pas un cotyle bien creux et bien profond. Et donc c'est le cas là. Vous voyez par exemple ici, je ne sais pas, oui, là, vous voyez, ici, c'est le cas d'une hanche qui ne s'est pas développée. Une hanche dysplasique, mais une hanche dysplasique, ça fait quand même du mouvement, et donc ça fait quand même des risques d'arthrose. Bon. Et puis, ce que vous voyez aussi, c'est que cette hanche, là, c'est une hanche luxée. Cette hanche luxée, elle a un contact tête, enfin, pas tête, plutôt col, bassin, qui va... C'est pas de l'articulation, là, il n'y a pas de couverture cartilagineuse. Ça va quand même être une espèce d'arthrose de cette néo-articulation. Donc il y a quand même un avenir rhumatologique à surveiller et à protéger pour ces personnes. Autre chose, on a souvent, du fait de ces problèmes de construction d'articulation, dysplasie, instabilité, risque de luxation de hanche ou de genou. On peut avoir par exemple des luxations de rotule. Vous voyez, souvent on a une rotule haute, mais les rotules hautes, comme elles ne sont pas dans la gorge de l'os qui est en dessous d'elle, qui s'appelle le fémur, eh ben, elle se luxe d'un côté ou de l'autre. Et parfois, il faut mettre à ces personnes une petite attelle pour protéger la rotule avec un anneau en silicone pour que la rotule reste bien à sa place. Donc effectivement, on a à surveiller ces données rhumatologiques. Je signale en passant que ça, vous savez ce que c'est. C'est ce que tous les radiologues disent sur tous leurs comptes rendus pour toutes les personnes polyhandicapées, et c'est dramatique. Ils disent stase stercorale diffuse. Ça veut dire c'est plein de caca. Effectivement, et ça c'est catastrophique, on va en parler après, mais vivre avec un ventre en permanence plein, c'est vraiment très inconfortable, sans compter que c'est une épine irritative à plein d'égards. Mais tous les abdomens sans préparation, ou quasi tous, des personnes polyhandicapées se présentent comme ça, avec une stase stercorale. Voilà. Mais donc ce que je voulais vous dire ici, c'était qu'il faut aussi suivre l'évolution rhumatologique. Parfois même, et c'est mon excellente consoeur
Célia Reich qui attire l'attention là-dessus. Parfois même, il faut faire des IRM cervicales quand on a des petits troubles neurologiques dans les membres, parce que parfois, les dystonies importantes de cou, ça finit par créer des arthroses, et ces arthroses, elles peuvent finir par gêner la moelle épinière ou les racines qui sortent de la moelle épinière. Donc, il faut y penser aussi. Donc, il y a un avenir rhumatologique, et au quotidien, il y a une précaution à avoir, mais vous le savez tous, vous tous qui soignez, prenez soin de personnes polyhandicapées, l'échange, la mobilisation, l'installation, ça doit être fait avec la plus grande douceur, sans réveiller de douleur. Alors, troisième, oui, j'ai oublié de vous dire que la rhumatologie, c'est pas que les articulations, c'est aussi l'os. En médecine, rhumato, c'est les articulations et les os. Et donc ici, qu'est-ce que vous voyez sur cette radio? Est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Dites-moi. Bon, alors je vais vous le dire, ça vient. Allez-y, dites. Ouais, le micro, vous voyez le micro. Bon, le micro, il est là. Mais ce que vous devriez voir sur cette radio, c'est une certaine transparence osseuse, voyez-vous. Effectivement. Et donc, cette transparence osseuse, Madame Mathieu l'a cité, effectivement, les personnes adultes, du fait de leur mode de vie, du fait souvent des problèmes nutritionnels sur lesquels on va revenir, du fait qu'il y a eu peut-être un retard pubertaire, du fait de certains médicaments, eh bien, beaucoup de personnes polyhandicapées adultes connaissent un certain degré d'ostéopénie ou d'ostéoporose, c'est-à-dire d'insuffisance de minéralisation de leur squelette. Et cette insuffisance de minéralisation de leur squelette, ça peut entraîner en soi des douleurs. Quelquefois, on ne sait pas pourquoi la personne a mal, et on peut se dire peut-être qu'elle a mal de son squelette, si je puis dire. Ce n'est pas toujours le cas, mais on peut l'imaginer. Et puis, ça peut entraîner aussi des fractures. Et on connaît tous ceux qui travaillent ici dans des masses, savent qu'il y a parfois, dans toutes les masses, il est arrivé des fractures qui sont passées inaperçues. Et que finalement, au bout de 3 ou 4 jours, on fait une radio, et on se dit « Ah bah oui, il y avait une fracture, on ne l'avait pas vue, quoi ». Et donc, effectivement, il faut tenir compte de cette ostéoporose, enfin ostéoporose c'est quand le stade est important, mais en tout cas de cette insuffisance de minéralisation du squelette. Et il faut se poser la question de réaliser éventuellement une ostéodensitométrie et puis de mettre en place éventuellement, le cas échéant, un traitement anti-ostéoporotique. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire sur le plan physique? D'abord, cette personne qui a un corps un peu compliqué, comme on vient de le voir, il faut l'accueillir, lui permettre d'être bien positionné. Donc il y a toute la thématique du corset-siège, on en redira un petit mot dans la diapo d'après, j'insiste pas. 2 choses quand même. Si vous le voulez bien, s'il vous plaît, je vous en supplie, mais je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez tous, jamais de jean, pas de pantalon rêche, que des vêtements extensibles. Que des vêtements extensibles et sans couture, je vous en supplie. Parce que nos amis, comme l'a dit Mme Mathieu, ils ne savent pas ajuster leur position. Ils sont comme on les pose. Alors on a beau les poser avec le maximum de soin et le maximum de délicatesse, si le pantalon rentre dans les fesses ou coupe le pli inguinal, il reste toute l'après-midi comme ça. Et c'est insupportable. C'est insupportable avec tension tissulaire, etc. Donc toujours penser à avoir des vêtements extensibles. Ensuite, toujours penser aussi, si c'est possible, à avoir un fauteuil qui bascule. On a parlé de cette hypotonie cervicale, et pour aider l'hypotonie cervicale, il faut souvent proposer à la personne des positions de station assise inclinée vers l'arrière. Et puis il y a des personnes qui ont des dystonies tellement importantes, ou des dyskinésies tellement importantes, que malheureusement, elles n'arrivent pas à tenir une partie de la journée, et a fortiori toute la journée, dans un corset-siège, et on fait pour elles des grandes orthèses de confort en mousse épaisse pour leur permettre d'avoir une vie sociale confortable. Bon, l'installation, c'est le jour et c'est la nuit, avec des matelas moulés, des semi-matelas, des coussins de positionnement. Et la nuit, on en parlera, c'est toujours, si c'est possible, un lit proclive, c'est-à-dire un lit qui se redresse. Pourquoi? On en a parlé, reflux gastro-œsophagien. Donc effectivement, le reflux gastro-œsophagien, c'est de l'œsophagite, c'est de la brûlure, c'est de la douleur, c'est des épines irritatives. Et donc effectivement, toujours un lit proclive pour permettre de limiter les risques de reflux gastro-œsophagien. Et puis, ça ne suffit pas de positionner. Il faut bien sûr verticaliser, il faut proposer, on va en parler, de la motricité, de la liberté de mouvement. Que la verticalisation soit sur un verticalisateur orthopédique. Alors, ce n'est pas parce qu'on est à l'âge adulte qu'on n'a plus le droit d'avoir un verticalisateur orthopédique. Tous les adultes que j'accompagne, ou presque tous, ont le verticalisateur orthopédique, y compris parfois des adultes à 2 hanches luxées. Vous allez me dire là, vraiment, j'exagère. Mais ils ont les 2 hanches luxées, ils ont une selle, et on les verticalise quand même pour la mise en charge, etc.
sur un verticalisateur orthopédique. Bon, et puis alors, deuxièmement, il faut optimiser toutes les données de base. Donc, je n'insiste pas sur la lutte contre les épines irritatives qui renforcent la spasticité, les traitements antispastiques, mais les traitements antispastiques généraux chez l'adulte, malheureusement, dentrium olioresal, ne sont jamais d'une efficacité remarquable. Par contre, il y a la toxine botulique en local, et puis on a quelques personnes qui ont un boîtier de baclofène intratécal, c'est-à-dire effectivement un antispastique injecté directement dans la moelle épinière, enfin dans le liquide céphalorachidien de la moelle épinière. Bien sûr, il y a les traitements à visée orthopédique, à visée neurologique, à visée rhumatologique, et puis il y a les soins physiques quotidiens, la kinésithérapie, la psychomotricité, l'ergothérapie, la balnéothérapie, etc., sont essentiels à l'entretien d'un corps dans le meilleur état de confort possible. Évidemment, le soleil et la vitamine D pour faire du calcium, pour calcifier les os. Et puis, il faut encore le manger, le calcium. Et puis, des protéines pour avoir une alimentation correcte. Et puis, à l'âge adulte, se posent quand même encore des questionnements d'appareillage. Alors, ce n'est pas de l'appareillage de correction d'une personne qui grandit. Elle ne va plus grandir, la personne, elle a fini sa croissance. Mais c'est de l'appareillage de prévention secondaire. Moi, je fais encore chaque semaine, des petites orthèses qui ne sont pas mises toute la journée, hein, n'ayez pas peur, elles sont mises 1 heure par jour, comme on met une attelle à une personne hémiplégique pour éviter que son poignet s'enraidisse en flexum. On lui met 1 heure par jour, simplement pour qu'elle garde son amplitude et qu'au fur et à mesure des mois et des années, elle ne devienne pas de plus en plus déformée. Donc ce n'est pas des traitements, c'est des orthèses de prévention secondaire qui peuvent d'ailleurs être non pas rigides, mais souples. Et puis bien sûr, j'ai déjà parlé des genouillères, chaussures orthopédiques pour les personnes qu'on peut verticaliser, et puis les consultations pluridisciplinaires avec les chirurgiens pour tous les recours. Sur une radio précédente, je ne vais pas y revenir, excusez-moi, il y avait notamment une résection tête et col. Pour des personnes qui ont des arthroses trop importantes de hanches luxées, on est parfois amené à proposer, enfin c'est le chirurgien qui est parfois amené à proposer, de resséquer la tête et le col. On a certes une hanche ballante, mais elle devient indouloureuse. Et donc, ça rend quand même pas mal de service. Alors, le corset-siège, simplement pour dire que chaque personne doit avoir un corset-siège propre à elle, c'est évident. Le cahier des charges, il est strictement personnalisé. Il y a plusieurs questions à se poser. L'épaisseur de la mousse épaisse ou pas, comment on va accueillir le bassin, comment on va accueillir le dos. Vous voyez ce jeune homme, il a une scoliose qui a été arthrodésée, mais comme je vous l'ai dit, son dos est assez droit, mais par contre la gibbosité n'a pas pu être réduite puisque l'arthrodèse ne réduit pas la rotation des vertèbres. Donc il faut accueillir ce dos qui a une gibbosité importante dans un corset-siège confortable. Donc il y a tout à voir, le bassin, le dos, l'accueil des gibbosités, la ceinture scapulaire qui peut être vrillée, la tête et notamment la possibilité qu'ils soient inclinés pour les personnes qui ont des têtes tombantes, les hanches, la question du plot, stabiliser les hanches, bien les positionner. Prévenir le glissement, c'est pas simple, mettre une tablette ou pas. Et puis alors, moi, ma pratique, c'est de considérer que le mouvement, c'est toujours un facteur de santé. Donc les gens qui ont des dyskinésies, je ne veux pas qu'on les en empêche, je ne veux pas qu'on les camisole dans des trucs verrouillés. Donc on leur fait des supports pédieux suspendus pour que leur dyskinésie puisse s'exprimer. C'est toujours du mouvement, et le mouvement, c'est toujours bon, sur le plan osseux, sur le plan musculaire, sur le plan vasculaire, à tous égards, sur le plan du schéma corporel. Donc ils ont par exemple des petits éléments suspendus comme ça. Mais bien sûr, il y a aussi des personnes qui ont au contraire des déformations majeures et qui doivent avoir ce qu'on appelle un caisson podal, parce qu'ils ne peuvent pas être même dans des repose-jambes habituels. Alors, la verticalisation, simplement pour vous dire que c'est essentiel, c'est quotidien, et je vous en supplie, ce n'est pas un truc de plateau technique de rééducation, c'est dans le lieu de vie. C'est-à-dire que c'est les équipes les plus proches des personnes. Tous les jours, il faut que chacun ait son temps de verticalisation. C'est la vie, la verticalisation. Et donc, ce n'est pas un acte technique. Donc, la verticalisation, à tout moment, quoi. Enfin, à tout moment. Alors, je dis ça ici, c'est facile à dire, parce que si je le dis à mes équipes, et je le dis à mes équipes, ils me disent, mais nous, on coule sous la charge. Et c'est vrai, ils croulent sous la charge, ils ne peuvent pas verticaliser tout le monde et faire tout ce que je leur demande. Donc, effectivement, il faut composer. Mais une verticalisation 2 fois par semaine, ça ne sert à rien, ou quasiment à rien. Si, ça sert un petit peu sur le plan orthopédique, ça sert un petit peu sur le plan schéma corporel, mais par exemple sur le plan ostéoporotique, si tant est que la verticalisation serve d'ailleurs, parce que ce n'est pas complètement affirmé scientifiquement. Mais enfin, effectivement, la verticalisation, c'est ou tous les jours, je ne vais pas dire ou pas, un peu, c'est toujours mieux que rien. Mais enfin, ça serait mieux tous les jours, au moins 4 ou 5 jours par semaine, s'il vous plaît. Pas forcément de longtemps, enfin 30 minutes, c'est un minimum, en fonction de la fatigue de la personne.
Et puis la verticalisation, vous avez parlé de la liberté motrice des enfants au sol, les adultes aussi. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas atteint un niveau d'évolution motrice très élevé qu'on n'a pas le droit de vivre sa personnalité psychomotrice. Donc au contraire, ces personnes, il faut leur donner des espaces de liberté. Là, je salue les amis de la masse, des amis de Claire, puisque vous reconnaissez les photos, vous reconnaissez le lieu. Effectivement, des espaces de liberté qu'ils peuvent vivre seuls, et c'est encore plus rigolo à deux, effectivement, pour pouvoir s'ébattre. Alors il y en a qui bougent un tout petit peu un pied ou une main, il y en a qui ébauchent des retournements, il y en a qui font plus que ça, mais aussi peu que ce soit, ça a de la valeur, parce que c'est laisser vivre son être psychomoteur, vivre sa relation au monde, travailler son schéma moteur, en tout cas l'exercer, l'entretenir, et pas seulement son schéma moteur, mais son schéma corporel. Alors vous allez être choqués aussi, mais nous, on en a qui se déplacent au sol, hein. S'ils savent se déplacer au sol, eh ben c'est merveilleux. Il n'y a rien d'indigne à se déplacer au sol si on n'a pas acquis la station debout. Alors évidemment, ils sont protégés, ils ont un casque, ils ont des coudières, etc. Mais se déplacer au sol, c'est merveilleux. C'est du respect de la personnalité. Alors là, quelques images de liberté motrice, je passe à toute vitesse. Là aussi, alors la liberté motrice, la motricité, elle peut aussi susciter. Vous connaissez peut-être le Bao Pao ou bien d'autres éléments qui peuvent susciter de la motricité chez des personnes, ou bien l'orgue sensoriel, etc. Bon, mais ça ne demande pas beaucoup de matériel. Si, ça demande quand même du temps, et puis ça demande un accessoire indispensable, sinon les équipes, elles vous disent à juste titre, c'est pas faisable, parce que moi je demande que ça soit fait dans les lieux de vie, pas, encore une fois, pas dans les salles de rééducation. Mais elles vont nous dire, il faut un lève-personne qui aille au sol. Sinon, ce n'est pas faisable, ergonomiquement parlant. Et puis, bouger. Donc, bouger, eh bien, effectivement, avec un dynamico, avec un Mewalker, avec un motilo, avec une flèche, encore la masse. Ici, quelqu'un dans l'assistance reconnaîtra son fils adorable et adoré. Effectivement, donc, il faut pouvoir bouger dans toutes les modalités en étant suspendu, bon, pour autant que c'est possible. Et je remercie cette maman qui m'a permis de présenter cette photo. Je suis revenu en arrière du coup dans l'émotion, excusez-moi. Et puis alors enfin, il y a des personnes qui ne peuvent pas bouger, mais il faut quand même leur donner un sens du mouvement. Et donc ceux qui ne peuvent pas bouger d'elles-mêmes, mais même les autres, eh bien, moi j'aime bien les mouvements. Tout à l'heure, on parlait évidemment de M. Frolich et de la stimulation basale. Eh bien, effectivement, la balnéothérapie, la balancelle, le sens du mouvement, le plein air, le soleil, l'air sur le visage. Alors, le sidecar, je peux vous dire que là, il y a de la kinesthésie dans le sidecar et de la proprioception vibratoire. Bon, mais effectivement, donc proposer des moments de mouvement là, assistés, provoqués quand on ne peut pas se les faire soi-même. Alors, deuxième chapitre, l'état nutritionnel. Madame Mathieu en a très bien parlé, je vais donc passer très vite, il n'y a qu'une diapo, mais c'est un sujet essentiel. Comme l'a dit Madame Mathieu, d'ailleurs, c'est formidable, on ne s'est pas du tout concerté, mais on dit exactement les mêmes choses. Je vous prie de m'excuser parce que du coup, c'est moi qui répète. Et bon, si j'étais passé en premier, je n'aurais pas répété. Mais comme je suis en second, eh bien, c'est moi qui répète, excusez-moi. Donc, effectivement, 60% des personnes polyhandicapées, en plus, on a dit exactement le même chiffre, sont malnutries. Alors, il y a 2 degrés, nous explique Irène Benini. Il y a le marasme. Le marasme, c'est quand on n'est pas assez nutri, mais qu'il n'y a pas de signe clinique ou biologique, à part le fait qu'on a un indice de masse corporelle bas. Et puis, il y a la vraie dénutrition décompensée, où là, on peut avoir effectivement des signes à la prise de sang, d'insuffisance nutritionnelle, des œdèmes, des syndromes inflammatoires, etc. Donc effectivement, la nutrition, c'est un sujet essentiel, et j'insiste, 60% des personnes polyhandicapées sont malnutries. Mais on sait pourquoi, Madame Mathieu l'a dit, elles ont tellement de difficultés à être alimentées que c'est un peu normal qu'elles soient malnutries. Mais par contre, ce n'est pas normal qu'on les laisse malnutries. Donc, difficulté d'apport, non seulement les apports, non seulement les difficultés orales et d'alimentation du haut, mais également tout le fonctionnement digestif de haut en bas. Et puis, comme l'a dit Madame, vraiment, on dit les mêmes choses, je suis un peu désolé, enfin non, tant mieux, ça veut dire la cohérence, mais les dépenses sont majorées, puisqu'effectivement, il y a des personnes qui ont des dystonies, des dyskinésies, et qui ont donc un métabolisme quotidien très important, qu'il faut compenser par une alimentation enrichie. Donc la surveillance nutritionnelle est essentielle. J'ai la chance, dans l'établissement où je travaille, d'avoir une diététicienne. C'est essentiel, cette compétence-là, essentielle.
Et puis, il fait une adaptation. Donc, la réponse, c'est une adaptation qualitative. Qualitative plus que quantitative, comme l'a très justement dit Madame Mathieu, de l'alimentation, ou une alimentation organisationnelle, fractionner les repas, ou effectivement avoir des compléments alimentaires parfois. Les éléments de surveillance, bien sûr, c'est le poids. Ça, comme vous le savez sans doute, c'est un appareil pour peser une personne qui est dans son fauteuil. Ça, c'est le périmètre brachial. Mais l'élément principal, c'est l'IMC. Sauf que, comme l'a dit Madame Mathieu, pour avoir l'IMC, il faut avoir la taille. Et mesurer nos amis polyhandicapés, c'est pas facile, parce qu'avec des corps déformés, une scoliose, etc., on est obligé de mesurer segment par segment et d'additionner les différents segments pour estimer la taille de la personne. Mais n'empêche que vous devez avoir un signal d'alarme, 16. 16, c'est un IMC en dessous duquel on ne doit pas tomber. Et déjà, c'est un IMC bas. Donc effectivement, ce n'est pas facile d'avoir l'IMC, il faut donc le prendre avec beaucoup de relativité, mais 16, ça ne doit pas être plus bas. Il faut réussir à définir le poids de forme, parce que, évidemment, les personnes n'ont pas la même activité motrice que vous tous ici dans la pièce, et donc leur poids de forme n'est pas forcément le même que pour vous. Mais effectivement, le poids de forme, eh bien, c'est au minimum, donc on fait l'inverse, c'est égal, je cafouille, l'IMC c'est taille sur mètre au carré, donc effectivement, c'est poids sur mètre au carré, donc le poids de forme, c'est taille multipliée par 16 pour avoir le poids de forme. Mais effectivement, le mieux, c'est d'être quand même, enfin, ça dépend de chacun, hein, ça dépend de la constitution de chacun, mais 16, je répète, ça, on ne doit pas tomber plus bas. Ça se surveille aussi sur le plan biologique avec les prises de sang, etc. Et puis, vous le savez bien, comme l'a dit Madame Mathieu, malheureusement, quand la nutrition est insuffisante, on s'expose à beaucoup de complications, dont, par exemple, des escarres. Troisième chapitre. Ça va au point de vue temps? Combien il me reste là? Combien? Non, 5 minutes, ça tu dis. Combien t'as dit? 20? J'ai pas entendu. 16? Bon, de toute façon, à vrai dire, c'est marqué là. Hein. C'est marqué 31, là. Donc, 20 minutes, tu avais raison, Marc-Christine, bravo. Bravo, oui, c'est vrai. C'est un principe au GPF. Marc-Christine a toujours raison. Bon. Donc, mais en plus, c'est vrai. Bon, donc, la preuve. Donc, effectivement, troisième chapitre, chaque étage de la filière alimentaire et digestive. Le premier étage, si je puis dire, c'est les soins bucco-dentaires. Je m'excuse de répéter ce qu'a dit Madame Mathieu, mais son exposé était si bien que ça n'est que de la répétition pour ce qui me concerne. Effectivement, donc, les personnes ont souvent des stases alimentaires et salivaires. Du coup, c'est des terrains à caries, c'est des terrains à infection, etc. En plus, elles peuvent souvent avoir tendance à mettre un objet ou un chiffon dans la bouche, ou les doigts dans la bouche, ça sécrète la salive, c'est pas bon pour l'état trophique bucco-dentaire. Donc il y a vraiment un suivi bucco-dentaire important à faire. Plus les personnes qui ont un reflux gastro-œsophagien, qui augmente la sécrétion de salive. Mais effectivement, donc, les soins bucco-dentaires, comme l'a dit Madame Mathieu, vraiment, c'est mon refrain, pardon, c'est après chaque repas, pour le nettoyage, enlever les stases alimentaires et salivaires, nettoyer les dents. C'est après chaque repas, c'est le nettoyage. C'est matin et soir au minimum pour le brossage des dents. Et puis c'est tous les ans, voire 2 fois par an, le suivi dentaire, si c'est possible, en milieu spécialisé. Voilà. Et puis bien sûr, le bruxisme peut être un facteur supplémentaire, les gens qui grincent des dents, quant à l'usure prématurée, si je puis dire, des dents. Donc tout ça, ça peut emmener à porter tartre, caries, gingivite, troubles de la laine, enfin mauvaise haleine, infection. Il faut donc effectivement avoir une grande attention aux soins bucco-dentaires au quotidien, s'il vous plaît. Deuxième élément, le bavage. Alors, beaucoup de gens disent ils salivent trop, ils bavent. Eh bien non, le bavage, ce n'est pas de l'hypersalivation. Le bavage, c'est le fait que, comme l'a dit Madame Mathieu, effectivement, la déglutition automatique qu'on a en permanence ne se fait pas bien chez nos amis polyhandicapés. Parce qu'on fabrique tous 1,5 litre de salive chaque jour. Mais on la déglutit tout le temps. Et les personnes qui ne la déglutissent pas, cette salive, elle s'accumule et elle finit par couler. Donc le bavage, ce n'est pas forcément une hypersalivation. C'est un problème de sécrétion naturelle de salive qui n'est pas déglutie et d'une tête qui est tombante et d'une bouche qui est ouverte et la salive qui s'écoule. Ceci dit, ça peut être quand même un problème d'hypersalivation. Donc il faut réduire les risques d'hypersalivation, c'est la diapo précédente, réduire la stase alimentaire, bien soigner l'hygiène et l'état bucco-dentaire, éviter si c'est possible les doigts ou les objets en bouche autant que possible, traiter le reflux gastro-œsophagien parce que c'est un facteur d'hypersalivation, etc. Là, vous voyez, j'ose à peine le montrer, je l'ai mis dans un petit coin de la diapo, on a des
des adultes jeunes qui arrivent en masse avec une orthèse. Vous savez ce que c'est ça? C'est une orthèse anti-mise de la main en bouche. C'est une orthèse de coude. Alors, on peut trouver ça contraignant quand on parle d'autodétermination. N'empêche que, je vais vous donner une histoire vraie, une jeune femme est arrivée dans une masse et l'orthèse n'a pas suivi. Donc la masse, qui n'avait pas la consigne, lui a pas mis son orthèse. Cette jeune femme a repris son habitude de mettre en permanence ses doigts dans sa bouche. Au bout de 3 semaines, elle a eu un panari infecté qui a dû avoir un traitement chirurgical. Donc finalement, faut bien tout mesurer, quoi. Il faut se dire, est-ce qu'il ne faut pas lui proposer un peu dans la journée qu'elle ne mette pas sa main dans sa bouche tout le temps, etc. Bon, sinon, le traitement, habituellement, c'est le patch de scopolamine, mais comme il y a beaucoup d'effets secondaires anticholinergiques à la scopolamine, constipation, rétention d'urine, etc., eh bien, la préconisation qu'on peut proposer, c'est de le faire les jours importants, quoi. Les jours où il y a une réunion de famille, les jours où il ne faut pas qu'il y ait trop de salive qui s'écoule. Là, on peut mettre un patch. Bon, on le met pour 3 jours, mais on peut mettre un patch. Mais pas forcément tout le temps, compte tenu des effets secondaires engendrés. Bon, sinon, il y a la toxine. Bon, la toxine dans les glandes parotides ou dans les glandes sous-maxillaires. Alors, il existe dans les livres, on parle toujours de la chirurgie de dérivation des glandes salivaires. Moi, j'en ai jamais vu. Donc, je ne peux pas vous dire quelle efficacité ça a, mais quand j'ai été regarder de quoi il s'agit, en fait, c'est une dérivation de la glande salivaire dans l'oropharynx. Chez des personnes qui ont des troubles de la déglutition, ça ne va pas arranger la situation, quoi. Bon, et puis, alors, la réponse, j'allais dire palliative, c'est des magnifiques foulards esthétiques qui rendent la vie sociale plus agréable. Oui, des bandanas, pardon. Mais moi, je ne connais pas toutes les finesses. Alors, 3e sujet, l'oralité. Donc, je ne vais pas revenir trop longtemps puisque Madame Mathieu en a parlé, mais c'est le sujet majeur. Nos amis ne peuvent pas s'alimenter à la hauteur de leurs besoins. Ils ont des troubles de la mastication, de la propulsion, de la déglutition, pour des raisons orthodontiques, pour des raisons orthopédiques maxillodentaires, pour des raisons motrices, toniques, sensitives, sensorielles et praxiques. Ils savent pas. 5 minutes. Attendez, moi je contrôle, hein, j'ai mon truc là. 37. Non, 37 c'est 13 pour aller jusqu'à 50. Bon, enfin, c'est bon. C'est toi qui décides. Bon, effectivement, donc, du coup, ça m'a perdu. Oui, les troubles praxiques, il faut savoir comment s'y prendre pour déglutir. Et donc, il y a aussi des personnes qui ont des difficultés motrices, mais aussi praxiques, du nettoyage de la bouche ou de la déglutition. Bien sûr, l'orthophoniste est indispensable pour nous faire le bilan. Les conséquences, c'est fatigue alimentaire, insuffisance nutritionnelle, IMC bas, fausse route alimentaire, tout ça, Madame Mathieu en a parlé, je n'insiste pas. Mais du coup, les réponses, si je puis dire, à côté de l'orthophonie, Madame Mathieu en a parlé, les textures des aliments solides et des aliments liquides, les conditions de prise alimentaire, l'installation de la personne, Madame Mathieu a très bien parlé, jamais de cou en extension. Le tronc peut être penché en arrière, mais pas le cou en extension. Le cou fléchi, on installe des surtétières, vous voyez, ces 2 personnes-là, elles ont une surtétière mise au moment de l'alimentation pour caler la tête et limiter la flexion du cou. Et puis la position de l'intervenant est très importante, et au contraire, pas un intervenant qui incite la tête à être basculée en arrière. C'est ce que nous rappelle Dominique Runel dans son schéma que je vous ai remis. Et puis des outils adaptés, et notamment le verre à bord échancré. Mais ça, c'est un sujet majeur, parce que beaucoup de mauvaise santé des personnes polyhandicapées viennent du fait qu'elles ne peuvent pas être alimentées à la hauteur de leurs besoins. Donc ce chapitre-là, il est majeur. Alors il faut aussi pouvoir communiquer avec elles pendant le repas. Ça veut dire qu'il faut qu'elles puissent nous dire « j'en veux plus, j'ai soif, etc. C'est froid ». Et donc il faut avoir des outils de communication. Tout à l'heure, on parlait du CHESEP. Ici, c'est un exemple d'un outil proposé effectivement par Dominique Crunel, qui est l'autrice du CHESEP, pour communiquer au moment du repas. Autre chose, Madame Mathieu l'a évoqué, nos amis, ils ont des paralysies de l'estomac, c'est-à-dire des estomacs paresseux, qui ne se vident pas. Mais ils ne se vident pas, c'est-à-dire que malheureusement, leur contenu gastrique, 6 à 10 heures, il est encore là. Donc le repas suivant vient alors que l'estomac ne s'est pas vidé du repas précédent. Donc ça, c'est un problème. Et comme l'a dit Madame Mathieu, ça engendre des dilatations gastriques chroniques, il y a de la fermentation, il y a du gaz. À l'examen, on sent une tension abdominale, ou plutôt la personne sent une tension abdominale, elle ressent de l'inconfort, il y a un ballonnement. Quand on examine ce ventre, il est sonore, il y a un tympanisme, ça peut entraîner une gêne respiratoire, des nausées et évidemment favoriser le reflux gastro-œsophagien.
Donc ça, c'est quelque chose d'important à considérer, mais on n'a pas beaucoup de traitements pour la gastroparésie, malheureusement. On essaye non pas d'alléger l'alimentation, même si on essaye de ne pas la donner trop grasse pour que la digestion ne soit pas trop longue, mais on a dit qu'elles n'étaient pas suffisamment nourries. Donc on essaye de ne pas trop alléger l'alimentation. Par contre, on fractionne l'alimentation et puis on fait des mobilisations. Souvent, ces personnes, on les couche sur le côté gauche avant le repas pour permettre à l'air, à la fermentation de s'évacuer. Et puis, 1 heure après le repas, alors on les couche proclive sur le côté droit pour aider l'évacuation de l'estomac. Enfin bon, honnêtement, on n'a pas vraiment de moyens radicaux pour lutter contre la gastroparésie. Il y a bien des traitements prokinétiques, mais pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de recherches effectuées sur l'application des traitements prokinétiques pour aider à la vidange de l'estomac chez ces personnes. Chez les personnes gastrostomisées, vous le savez bien, souvent elles demandent d'elles-mêmes qu'on puisse ouvrir le bouton de gastrostomie et il y a du gaz qui s'échappe. Il y a un dégazage qui se fait et qui les soulage. Alors, le reflux gastro-œsophagien, c'est l'autre élément majeur sur le plan digestif, enfin avec la constipation. La filière digestive, alimentaire et digestive, elle est majeure du haut en bas. Donc là, je ne reviens pas, Madame Mathieu en a parlé. Les causes, l'œsophage et un péristatisme diminué, un sphincter un peu ouvert, l'estomac est trop plein ou pas vide. Et surtout, le ventre est plein parce qu'il y a de la constipation ou parce que les vêtements sont trop serrés ou parce que la personne est sanglée dans son corps-siège, c'est pas bon. Elle est positionnée à plat, c'est pas bon non plus. Il y a des facteurs iatrogènes, c'est-à-dire liés à des médicaments qui peuvent favoriser le reflux gastro-œsophagien. Les conséquences, eh bien, ça brûle, ça remonte. On a des régurgitations, des pyrosis, comme on dit en médecine, des régurgitations acides, voire des vomissements. Ça fait mal parce que la muqueuse de l'œsophage, elle n'est pas comme celle de l'estomac, apte à encaisser de l'acidité. Elle s'enflamme et donc ça donne des conséquences comportementales, neurologiques. On appelle ça le syndrome de Sandiffer quand la personne a des dystonies pendant le repas parce qu'elle a ou après le repas parce qu'elle a des reflux gastro-œsophagiens, des hypersalivations, du coup la main mise en bouche, l'anorexie, parce que la personne ne veut plus manger parce que ça lui fait mal, l'épilepsie, des conséquences ORL et des conséquences bronchopulmonaires. Si je me suis permis de mettre là la photo du grand compositeur allemand Mendelssohn, c'est parce qu'en médecine, on parle du syndrome de Mendelssohn. Le syndrome de Mendelssohn, ce n'est pas lié à ce compositeur allemand, mais c'est lié au fait que les personnes ont des reflux acides dans les voies aériennes, et ça, ce n'est pas bon pour les voies aériennes. Les conséquences locales, c'est l'œsophagite. Donc la première réponse, jamais d'alitement plat. Lutter contre toutes les causes d'hyperpression abdominale, fractionner l'alimentation et bien sûr réduire l'acidité du reflux. Ça ne traite pas le reflux, mais ça évite qu'il soit brûlant, ça évite qu'il soit acide. Donc on donne, presque tous, ont des inhibiteurs de la pompe à protons, vous savez, Mopral, Nexium, etc. Et puis il y a le traitement chirurgical, Nissen, mais parfois avec le temps, l'efficacité du Nissen diminue un peu. Ça je passe, c'est pour les médecins. Sachez qu'on ne recherche peut-être pas assez l'Helicobacter pylori chez les personnes qui ont des gastrites chroniques. Et ça peut être un facteur et on peut l'enrayer avec un traitement antibiotique, mais je passe. Bon, alors, dernier étage alimentaire, étage fondamental, la constipation. J'ai parlé tout à l'heure de cette stase intercorale. On peut avoir une constipation terminale ou une constipation de tout le cadre colique. On surveille évidemment les selles et leur état grâce à cet outil qu'on appelle l'échelle de Bristol. Mais le fait d'avoir des selles ne veut pas dire que la personne n'est pas constipée, malheureusement. Pour être pas constipé, pour avoir un bon transit, il faut avoir un bon péristaltisme. Nos amis ne l'ont pas. Il faut avoir des selles souples, ça veut dire bien hydratées, et consistantes, ça veut dire avec des fibres. Et puis, il faut marcher, il faut courir, il faut avoir la dissociation des ceintures. Nos amis ne peuvent pas le faire. Donc effectivement, et puis enfin, il faut pouvoir satisfaire son besoin quand on le ressent. Ça, vous le savez tous. C'est beaucoup plus facile de déféquer quand on y va, quand on a besoin, que quand on laisse passer le besoin et qu'on veut y aller 3 heures plus tard. Là, c'est passé le besoin. Et donc, effectivement, déféquer, surtout pour les personnes qui ont des problèmes de schéma corporel ou des problèmes praxiques, il faut le faire au moment où la personne ressent le besoin. Or, quand ressent-elle le besoin Eh bien, elle le ressent notamment en postprandial grâce à un réflexe qu'on appelle le réflexe gastrocolique qui fait qu'en général, et on le connaît tous, dans les 20 ou 30 minutes après avoir mangé, on peut avoir envie d'aller à la selle. Les personnes polyhandicapées aussi, parfois il faut le réentraîner ce réflexe gastrocolique. Mais si on pouvait, ce n'est pas toujours possible, les présenter sur une chaise percée adaptée, bien stabilisée, dans des conditions postprandiales dans les 30 minutes après un repas et bénéficier de ce réflexe gastrocolique et de la sensation de besoin ressenti, on aurait sans doute des défécations plus efficaces et plus faciles que dans une protection quand elle veut bien arriver. Donc, les réponses pour la constipation, hydratation, nutrition, jus de pruneau, fibres, etc., c'est évidemment la verticalisation, le mouvement
Et puis les petits massages abdominaux. Moi, je demande aux équipes au moment de la toilette, tous les matins, de faire une douzaine de massages abdominaux dans le sens, alors c'est justement, oui, c'est ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Profiter du réflexe gastrocolique dans des conditions adaptées sur le plan fonctionnel, mais aussi sur le plan de la pudeur. C'est très important. On connaît tous des personnes qui viennent en accueil de jour ou en accueil de semaine et qui se retiennent toute la semaine. Et qui vont aux toilettes seulement quand elles sont rentrées chez leurs parents. Il y a une rétention par pudeur qui se fait par voie pendant toute la semaine. Bon, il y a des traitements laxatifs, j'y reviens pas. Par contre, il y a des traitements à éviter. Et puis, il y a le microlax, il y a les suppositoires de glycérine. Ça, c'est pour aider la défécation quand c'est prêt à partir. Le normacol, le moins possible, même si malheureusement c'est beaucoup trop fréquent, mais le moins possible. Et puis il y a les irrigations transanales. Nous, on a beaucoup de personnes polyhandicapées qui ont vous savez, c'est le péristine. Les irrigations transanales, 2 fois, 3 fois par semaine. C'est un lavement qui, vous le voyez, remonte beaucoup plus haut, qui humidifie bien les selles et qui permet leur évacuation. Bon, je vais me faire gronder au point de vue temps, alors j'accélère. Données respiratoires. Mais d'après mon truc, je suis à 45 minutes. Mais ceci dit, merci Galina d'être aussi vigilante. Donc, respiratoire. Bon, là c'est sérieux. C'est la première cause de décès, Madame Mathieu l'a dit, c'est la première cause de décès des personnes polyhandicapées. Pour être bien oxygéné, il faut bien ventiler. Pour bien ventiler, il faut avoir des bons débits. Et puis, il faut avoir du volume. Donc, nos amis, ils n'ont souvent pas un volume très important parce qu'ils ne peuvent pas bien ventiler pour des raisons motrices, parce qu'ils ont des déformations du tronc et de la cage thoracique, parce qu'ils ont un télescopage du tronc, parce qu'ils ont de la constipation jusque le diaphragme, si je puis dire, parce qu'ils ont des vêtements trop serrés ou un sanglage dans le corps siège trop serré, ou bien ils ont des troubles neurovégétatifs du rythme respiratoire. Tout ça, ça peut engendrer une donnée médicale de restriction respiratoire. Et puis, il y a une donnée d'obstruction respiratoire, qui est le mauvais état bucco-dentaire, les troubles de la déglutition salivaire ou alimentaire, le reflux, les incapacités à toucher, à tousser et à se moucher. Ça, c'est terrible, hein. Quand on a son nez tout plein ou qu'on a sa gorge, on ne sait pas tousser soi-même ou se moucher soi-même. Être dépendant pour ça, c'est un inconfort au quotidien. L'hypotonie pharyngotrachéale ou la ptose de la langue pendant le sommeil, il faut la considérer. Puis certains médicaments qui favorisent aussi l'obstruction des voies aériennes. Donc, on a souvent à la fois un syndrome restrictif et un syndrome obstructif, mais ne vous inquiétez pas, la plupart du temps, les personnes vivent très bien avec ça, parce que leurs besoins de respiration sont à la hauteur de leurs mouvements et donc finalement tout à fait bien couverts. Mais n'empêche qu'il faut savoir qu'elles sont porteuses d'un syndrome restrictif et d'un syndrome obstructif. Du coup, toujours avoir la désaturation facile, parce que malheureusement, la désaturation est souvent rapide. Et donc, quand on tombe en dessous de 95, et parfois on tombe bien en dessous, bah, c'est vite l'oxygène en attendant d'avoir trouvé la cause. Alors, comment on agit ? On agit contre le syndrome restrictif par le positionnement, la verticalisation, les changements de position, la liberté motrice qui active tout le corps, la lutte contre la scoliose, la libération interne, notamment lutter contre le volume de l'estomac qui est gastro-parésié ou le volume de la constipation, et puis la libération externe du compartiment abdominal, enlever les ceintures, les sangles et tout ça autant que possible. Et puis bien sûr, la kinésithérapie quotidienne. Et le premier élément de la kinésithérapie, et là vous pourrez dire à nos amis, je dis à nos amis de la masse que vous pourrez dire que j'ai cité notre excellente kinésithérapeute de la masse, les amis de Claire, le premier élément, c'est de la calinothérapie. Moi, j'ai toujours été stupéfait de voir comment elle soigne si bien les personnes, elle les accueille dans ses bras, sur le plan bobate. Il y a déjà plusieurs minutes comme ça, où la personne se détend avant qu'ensuite elle puisse aborder le travail respiratoire. Le premier élément, c'est la détente, c'est l'accueil. L'accueil autant psycho-affectif que physique. Oui, merci. Merci bien, oui. Contre le syndrome obstructif, les flux doivent être dégagés, donc c'est tout ce qui peut obstruer, la réduction de l'hypersalivation, le suivi de l'état bucco-dentaire, le positionnement anti-fausse route salivaire et alimentaire, la prévention du reflux, le nettoyage du nez, l'hydratation parce que ça permet aux sécrétions de se mobiliser plus facilement, la vaccination, indispensable pour éviter tous les phénomènes de bronchite, les changements de position, liberté motrice. Donc il y a beaucoup d'éléments communs entre la lutte contre le syndrome restrictif et la lutte contre le syndrome obstructif des fonctions respiratoires.
Et bien sûr, l'élément principal, la kinésithérapie. Dans les deux cas, ce n'est pas la même chose, hein. Là, on fait une kinésithérapie à visée ventilatoire avec des postures. Là, on fait une kinésithérapie de drainage, là aussi avec des postures. Et dans les deux cas, on peut utiliser des instruments, relaxateurs de pression ou vibrateurs, enfin, ça s'appelle un appareil vibratoire, un percussionnaire, des flux ou le cofassiste, assistance à la toux, mais les kinésithérapeutes connaissent bien ça. Et puis, il y a cette réflexion fondamentale de notre très grande Elisabeth Zuckman qui disait: jusqu'où il faut aller sur le plan respiratoire? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à un traitement palliatif? Et donc, je ne peux pas me dire mieux que répéter ce que disait Elisabeth Zuckman. Le projet de soins doit être au service du projet de vie de la personne, un questionnement permanent. En clair, honnêtement, moi je ne connais pas de personne polyhandicapée qui soit trachéotomisée et ventilée. Voilà, alors c'est tout, je peux m'arrêter là si on me dit je m'arrête là. Oui, là je suis à 50 minutes, donc je dois m'arrêter. Je vous fais simplement passer la diapo pour que vous voyez. Bon, on aurait pu parler des organes d'essence, mais Madame Mathieu en a parlé, et aussi Jean-Yves. On aurait pu parler, ça c'est fondamental, la carte d'identité neurovégétative. Il faut savoir quelle est la température, comme pour les échelles de douleur, il faut savoir quel est l'état de base. La température de base, la fréquence respiratoire de base, le pouls de base. Parce que si une personne qui fait 36,5 en température de base fait 37,2, bah, si on n'est pas alerté, on ne s'alarme pas, alors qu'elle est fébrile à 37,2. Donc il y a la carte d'identité neurovégétative à adresser. Bon, je passe sur l'érythrocyanose des membres inférieurs, je passe sur les autres données, mais c'est effectivement important. La donnée vésico-sphinctérienne est importante. Il peut y avoir des vessies qui ne se vident pas bien, donc les bladder scans permettent de le vérifier, et puis des vessies qui refluent. Et ça, l'échographie vésico-rénale, une fois par an, est à faire pour vérifier qu'on n'a pas des vessies qui sont des vessies de lutte contre des sphincters spastiques avec des risques de reflux et de lithiase ou d'infection ou d'altération à terme de la fonction rénale. Le sommeil, Madame Mathieu en a dit un mot, mais c'est fondamental, on n'y fait pas assez attention. Dans les masses, il faut demander aux équipes de nuit qu'elles aient la gentillesse de nous faire un compte-rendu du sommeil des personnes. Il y a quand même pas mal de causes qui peuvent altérer le sommeil. Et donc, effectivement, il faut se poser la question si c'est des causes extérieures, des causes de positionnement, des causes neurovégétatives, etc. Le sommeil, il faut y apporter de l'attention. La douleur, Madame Mathieu l'a dit, il faut y penser en permanence. On dit les mêmes mots. Alors, je suis gêné de répéter et on ne s'est pas concerté, mais ça prouve la cohérence, effectivement. Il faut savoir que la douleur chez une personne polyhandicapée, mais vous le savez toutes et tous, ce n'est pas que physique, parce que la personne a du mal à la localiser, elle ne comprend pas ce signal qui vient, c'est envahissant la douleur. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement j'ai mal au genou, j'ai mal à la hanche ou j'ai mal aux dents. D'ailleurs, malheureusement, elle ne sait pas nous le dire, mais elle ressent des douleurs qu'elle ne peut pas localiser, qu'elle ne peut pas toujours exprimer, qu'elle ne peut pas toujours rationaliser. Et donc, c'est un vécu psycho-affectif global, la douleur. Donc, vraiment, toujours y penser, toujours y penser. On a des causes nociceptives ou nerveuses ou psycho-affectives ou liées aux soins. Aussi bons que soient les soins, ils peuvent être source de douleur, que ce soit les soins du quotidien, les soins infirmiers, la kinésithérapie, etc. Donc, il faut la prévenir, cette douleur, autant que c'est nécessaire, et la traiter très vite, évidemment, en recherchant toujours sa cause. Mais ça, c'est vraiment un élément très important. Et on l'a dit, quand les proches nous disent « il n'est pas comme d'habitude », même si nous, on ne voit rien, ça veut dire qu'il n'est pas comme d'habitude. Et donc, effectivement, il faut être très attentif parce que peut-être le lendemain ou le surlendemain, et même souvent, le lendemain ou le surlendemain, il sort quelque chose. Quand les proches du quotidien, parents ou professionnels, nous disent « il n'est pas comme d'habitude », c'est un signal vrai. L'avancée en âge, je n'ai pas le temps d'en parler, mais ça pose aussi éventuellement la nécessité d'une surveillance médicale, comme pour tout le monde, avec quelques petites spécificités. Et puis il y a l'accompagnement, lors de l'avancée en âge, de l'anxiété des parents qui vieillissent et qui ont évidemment le souci que cet être, la chair de leur chair, qu'est-ce qu'il va devenir après leur disparition? Est-ce qu'il va continuer à être bien là où il est, etc. Voilà. Donc en conclusion, je vous prie de m'excuser parce que j'ai débordé. Je prie donc les organisateurs de m'excuser. Effectivement, la médecine des personnes polyhandicapées adultes est un élément majeur de leur bien-être et donc du prendre soin. Et je pense qu'on n'y fait pas assez attention quand même. Et on n'y fait pas assez attention. Moi, je pense que sur le plan, il y aura mardi la journée INSERM sur l'état des lieux du polyhandicap. Il n'y a pas assez de recherche. Il y a plein de questions qui se posent et on ne sait pas comment répondre. On fait de l'empirique
On a des consensus de bonnes pratiques, mais on n'a pas de choses affirmées. Et je trouve qu'on ne fait pas assez attention à cet immense volet fondamental pour le prendre soin, que sont les considérations médicales des personnes polyhandicapées. Comprendre aide à mieux prendre soin d'elles au quotidien. Les données médicales continuent d'évoluer tout au long de la vie, de façon intriquée. Et comme je vous le disais, cette médecine est encore trop peu étayée. Et il faut surtout développer, pour nous en masse, les consultations pluridisciplinaires avec le gastro-entérologue, avec le rhumatologue, avec le chirurgien orthopédique, avec le neurologue, pour continuer à soigner du mieux qu'on peut ces personnes et leur permettre d'avoir une qualité de vie optimale. Merci pour votre attention.